Donc, welcome to TV Products. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Merci beaucoup d'être là. Pensez à boire de l'eau, ne vous endormez pas. Et voilà, des questions, dès que vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Donc, très brièvement, qui je suis. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce. Directement à la sortie, j'ai fait le wagon, donc un bootcamp de code de 9 semaines. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire à la sortie de mon école. Je ne savais toujours pas forcément ce que je savais faire, ce que je voulais faire à la sortie du wagon. Mais j'avais acquis pas mal de hard skills techniques et donc j'avais envie de capitaliser là-dessus. Et un peu par hasard, en fait, je suis rentrée dans la startup Mansay en tant que quatrième employée. Donc, Mansay, c'est une solution, c'est un outil SaaS qui propose de créer des assistants intelligents, donc des chatbots ou des voicebots pour l'industrie du voyage. Donc, par exemple, on a créé le chatbot pour la RATP, on avait fait un POC avec la SNCF, Masterfly, etc. Donc moi, je suis rentrée chez eux, il n'y avait pas vraiment de produit. Je suis rentrée chez eux en tant que product manager, donc complètement junior après le wagon. Et en fait, le produit était complètement instable. Enfin, on ne pouvait pas vraiment parler de produit. Et je suis restée 1 an et demi. Et pendant cette année et demie, j'ai pu voir la vraie création et en fait la naissance d'un produit et la création d'une organisation produit qui accompagne ce produit. Ensuite, j'ai fait la Lyon Moon Session parce que j'avais envie de voir d'autres types de produits. Et donc, je suis partie chez Deezer. Donc, déjà, énorme coup de cœur pour cette application, le produit, le milieu de la musique. Donc, trop heureuse de travailler pour un produit que j'utilise moi-même, qui apporte plein de bonheur à tout le monde. Et enfin, je voulais voir aussi ce que ça donnait que gérer un produit à grande échelle. Comment on rassemble toute l'information, comment on fait pour avancer tous ensemble, rester tous alignés, etc. Et voilà, sinon, donc, mes passions, c'est le product et le yoga. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre, donc là j'ai mis une petite question Who are you? Donc si vous voulez mettre sur la conversation ce que vous faites, qui vous êtes, si vous êtes dans une petite boîte, dans une grosse boîte, si vous voulez être produit ou si vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici. L'idée ici, c'est de vous donner la big picture de différents types d'organisations produits et aussi de vous aider à savoir si jamais vous voulez vous diriger vers le produit, si vous avez plutôt envie d'aller vers une petite ou une grosse boîte. Hop. Donc, petite définition. Donc, c'est quoi une petite boîte, c'est quoi une grosse boîte? Donc, forcément, ça peut varier parce que grosse boîte, ça peut très bien être une GAFA ou une PME en fait. Donc, small company, je me suis basée sur la définition, enfin les critères de Welcome to the Jungle. On est plutôt entre 15-50 salariés ou moins de 15 salariés. On est sur une entreprise assez récente, donc entre 1 à 3 ans. On est en seed stage, donc l'entreprise vit grâce au fonds, au financement des fondateurs ou des business angels, où il y a une série A, donc on a levé entre 500 000 euros ou 3 millions d'euros. On est sur une moyenne d'âge de 27 ans, donc des employés assez jeunes. Donc quelques exemples. Donc vous avez Luco qui fait de l'assurance habitation, Treatwell qui propose, c'est un peu le groupon du bien-être. Vous avez WeMaintain qui est aussi une boîte The Family et aussi Lita.co que je vous invite à checker. Donc c'est une plateforme d'investissement en ligne qui permet d'investir sur que des projets responsables. Vous avez la version finance qui est October et là vous avez Lita aussi qui vous permet de prendre des parts par exemple dans des boîtes comme Prêt à pousser, donc des obligations, des actions, etc. Et ensuite côté grosse boîte, donc on est plutôt sur la série B et série C, donc entre 3 à 10 millions, voire 10, voire 100 millions de levées. Les startups, elles sont un peu plus âgées. Donc, par exemple, Deezer, ça a été créé en 2008. Donc, c'est quand même c'est plus de 10 ans, quoi. La moyenne d'âge, on a quelques boomers, mais ça reste quand même très jeune. Voilà, on ne peut pas être Deezer, Mano Mano, Payfit, KissKissBankBank.
Et donc ici, je me suis quand même basée sur, j'ai plutôt étudié les entreprises qui ont un produit technique, donc un produit basé sur du code, une app, un site web, un outil SaaS. Pas des entreprises qui utilisent juste un site vitrine, mais derrière, il n'y a pas de vrai produit tech. Derrière, elles offrent juste un service, je sais pas, par exemple, enfin, je sais pas. Par exemple, une boulangerie qui fait un site vitrine, mais derrière, elle fait du pain, quoi. Alors, donc par rapport au product. Donc déjà, dans ces deux types de boîtes, donc quand vous débarquez, par exemple, moi, quand je débarquais chez Mansay, au tout début, évidemment, on ne pouvait pas vraiment parler de produit, on parlait plutôt de MVP. Donc au bout d'un certain temps, on commence à stabiliser le premier produit. Donc on parle d'un site mobile, on parle d'une app, on parle d'un site web, on parle d'un outil SaaS. Et au bout de la première année, la deuxième année, on peut avoir le produit qui commence à se diversifier. Donc par exemple, on va créer, par exemple, nous chez Mansay, on avait un outil SaaS pour développer le chatbot et à côté, on avait la petite fenêtre qui pop-up, l'outil du chatbot qui pop-up directement quand vous arrivez sur le site de Masterfly. Donc ça nous faisait deux produits. Alors que dans les grosses boîtes, vous allez avoir une diversité plus grande des produits. Donc, par exemple, nous, chez Deezer, donc Deezer, c'est une application mobile, c'est une application desktop, c'est un site internet, mais c'est aussi la déclinaison de ce produit-là dans des télés, des montres, des voitures. C'est donc différentes. C'est aussi une app qui est présente dans différents OS. Par exemple, on est sur Android, on est sur Apple. Après, en fonction des choix, on ne va pas forcément se mettre sur d'autres environnements, par exemple l'OS de Samsung, Bixby, etc. Donc, on peut aussi avoir différentes interfaces. Donc, Deezer, vous avez l'app mobile qui est un produit B2C, mais on a aussi, par exemple, une interface qui s'appelle Backstage, qui est le Deezer pour les artistes. Donc là, on est sur un outil SaaS B2B. Donc, en fonction de tous ces produits, vous allez avoir des problématiques complètement différentes. Et ces produits sont plus ou moins liés. Donc, on va le voir ensuite que ça crée, ça crée évidemment des dépendances et ça peut rallonger les process de prod. En termes d'utilisateurs, donc j'ai fait grosse louche, hein, mais j'ai regardé ce que j'ai trouvé en ligne. Donc les petites entreprises, donc les entreprises B2B, ça dépend de la taille du contrat, mais on est entre 1 voire 15 clients, quoi, 15 contrats annuels. B2C, on est sur 20 000 clients ou 3 000 par exemple investors pour Invest pour l'ITA. Et côté grosse boîte, donc on a Payfit par exemple qui revendique 2700 clients. Donc pour du B2B, c'est quand même pas mal. En B2C, donc on a Deezer, 15 millions d'utilisateurs. Mano, 3,5 millions d'utilisateurs actifs annuels aussi en 2019. Voilà, donc Payfit, ils sont présents en France, en Italie, en Angleterre. Mano aussi dans certains pays en Europe. Deezer, nous, on est ouvert dans plus de 180 pays, partout dans le monde. Et donc là, pareil, en fonction, donc on le verra ensuite par rapport au retour utilisateur, ça crée la complexité de rassembler tous les feedbacks, etc. Donc au niveau des challenges produits, donc les challenges, les objectifs vont être différents. Donc par exemple, une petite entreprise, elle va son objectif, ça va être d'itérer sur le produit et de trouver le produit, la première version du produit qui va lui permettre de grandir et de trouver des premiers clients. Donc, l'idée, c'est de rajouter des features et éventuellement de pivoter. Mais en tout cas, c'est de se cantonner au premier objectif de la boîte. Par exemple, Doctolib, quand ils se sont créés, ils ont juste créé un agenda en ligne pour les médecins. Ils l'ont proposé aux médecins. L'objectif, c'était de simplifier le calendrier, la gestion logistique et la vie du coup des médecins, donc des particuliers.
Donc à terme, ils ont commencé à grandir, puis ils ont diversifié leurs produits. Et là, ils ont pivoté sur simplifier la vie de tout le milieu aussi hospitalier et plus généralement tout le système de santé. Donc le produit, il est amené à complètement changer au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule une organisation produit, mais chaque phase de l'entreprise, le produit s'adapte. Donc l'objectif numéro un quand on est tout petit et qu'on n'a pas trouvé cette phase de stabilité, c'est d'itérer. Donc, on teste, on crée des nouvelles features, on met à l'eau, on kill si ça fait un flop. Et on essaie de faire des interviews utilisateurs pour savoir vraiment ce qu'on aimerait faire, etc. On regarde la compétition. Et voilà, jusqu'à ce qu'on trouve un produit aussi qui corresponde à un business plan viable. Donc, l'objectif, c'est de faire grandir l'usage, donc faire de la growth. Faire en sorte aussi que le produit soit utilisé au maximum. Et le troisième objectif, vu qu'on est sur un code relativement récent, c'est de trouver de la stabilité, donc qu'il ait tous les bugs et augmenter potentiellement aussi la charge du software. Donc, par exemple, quand on a mis nos chatbots à l'eau pour la RATP, derrière, il y a des softwares qui tournent pour héberger toute cette connaissance et ce code. Et donc, il faut augmenter la capacité de la charge au fur et à mesure. Et donc, ce qu'on cherche, c'est effectivement cette stabilité aussi pour éviter le bad buzz et pour qu'il n'y ait pas de frustration ou de déception au tout début, même si ça fait quand même partie de la croissance des startups. Ça, c'est assez logique. Donc, et pour les grosses boîtes, il y a une grosse partie de... Donc, évidemment, il y a tout ce qu'on a créé avant qu'il faut maintenir. Donc, avant l'itération, l'objectif numéro un, c'est la maintenance. Corriger les bugs qui sont liés à des nouvelles features qui viennent perturber les anciennes features. Rajouter des features, évidemment, parce qu'on est quand même dans un contexte de compétition. Par exemple, chez Deezer, on est dans un contexte ultra compétitif. On se bat contre Spotify, contre Apple Music, contre Amazon Music. Donc, évidemment, on ne peut pas se contenter que de faire la maintenance. Donc, on continue d'itérer sur le produit. On itère sur des nouvelles features et on continue de diversifier nos produits. Donc, par exemple, on va lancer, donc on a l'app mobile Deezer. On a créé une app Deezer 360. Donc, c'est une app dédiée avec que des sons qui ont été enregistrés en 360 degrés. Donc, vous avez l'impression que le son tourne autour de vous. Ou on a une app karaoké by Deezer, par exemple. Donc, l'objectif, c'est toujours aussi, comme dans les petites boîtes, la growth. Donc, on continue de chercher la croissance et faire l'acquisition de nouveaux utilisateurs, évidemment. Et enfin, le troisième objectif, qui est différent du coup pour les petites boîtes, c'est est-ce qu'on va kill ou pas certains produits? Parce que parfois, en fait, on se retrouve avec des utilisateurs qui utilisent des produits qui sont plus forcément à l'image de ce qu'est Deezer aujourd'hui. Et donc, la question, c'est plus, au-delà de créer des nouveaux produits, c'est aussi est-ce qu'on kill ou est-ce qu'on kill pas. Et ça, c'est une décision qui n'est pas forcément évidente à prendre parce qu'on sait que souvent, il y a eu de l'investissement qui a été fait, etc. Donc, mais c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à faire parce que ça peut desservir l'image de la marque, ça peut frustrer énormément les utilisateurs d'utiliser des produits qui sont complètement anciens. Voilà. Et en même temps aussi, au niveau du code, c'est des produits qui sont... en fait, on n'a même plus le choix de les maintenir puisqu'ils sont tellement anciens au niveau du code que ça prendrait beaucoup trop de temps pour le retour sur investissement. Donc, par rapport aux personnes et à l'organisation, je regarde si il y a Il y avait juste une question, Anna, sur pourrais-tu citer les principaux KPI qui apparaissent lorsqu'on passe d'un MVP à un produit industrialisé? Quand on passe d'un MVP à un produit industrialisé, du coup, sur un MVP, ça va être en fait, le funnel, il va être un peu différent. Sur un MVP, on va être sur de l'acquisition. Donc, par exemple, quand je sors l'agenda de Doctolib et que je vais le présenter à des utilisateurs,
Euh, mon principal KPI, ça va être combien d'utilisateurs l'utilisent chaque mois et combien de personnes reviennent dessus, ce qui va être le même sensiblement le même pour les grosses boîtes. Après, en fonction de chaque produit, par exemple, il y a plusieurs étapes dans le funnel, donc acquisition, activation, conversion. Par exemple, pour le cas de Deezer ou de pas mal d'autres produits, c'est comment je passe de la page de login à la page de je crée une playlist à la page de j'upgrade sur un compte premium. Donc, disons qu'au début, par exemple, quand je vais proposer mon MVP, je vais le proposer gratuitement. Je vais faire du testing auprès des utilisateurs. Et au bout d'un moment, quand on commence à avoir stabilisé notre produit, on a des KPI financiers qui vont venir, qui vont rentrer en compte. J'avoue que c'est un peu tricky comme question. Mais c'est une bonne question. Est-ce que toi, tu avais pensé à d'autres critères en particulier ou... Mais est-ce qu'il faut de technique pour indispensable? D'un point de vue de B2B, ouais, alors d'un point de vue B2B, ok, donc il faut signer les contrats directs, donc ça c'est un peu chaud. Je dirais que par exemple, je sais que nous chez Mansei, on n'avait pas vraiment fixé de KPI au début. L'idée c'était effectivement disons que la boîte elle était très tournée vers signer des contrats financiers évidemment. Et au niveau du produit, on s'adaptait. Donc on n'avait pas, la culture produit n'était pas forcément insufflée par l'équipe produit. Donc les KPI ils étaient fixés plutôt d'un point de vue financier que d'un point de vue produit. Au début, il n'y avait pas forcément d'objectif de conversion. Ce qu'on a fait au fur et à mesure, c'est que au fur et à mesure que tu rajoutes des features, en tant que PM, du coup, dans une petite boîte, c'était moi qui allais les présenter directement aux clients. Et je faisais pratiquement aussi un job d'upsell parce qu'en fait, on essayait de leur proposer ces features et de leur proposer du coup des contrats un peu plus élevés. Donc, tu vas avoir de l'upsell sur tes contrats actuels potentiellement. Ouais, voilà. Donc j'enchaîne sur Product Hierarchy. Donc dans les petites entreprises, en général, au tout début, on a un Product Manager qui arrive, donc il est tout seul. Donc soit on va prendre soit on va prendre un junior product manager et dans ce cas-là, il sera épaulé par un tech. Moi, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé au début. Je travaillais complètement avec les fondateurs qui étaient, dont un était CPO, Chief Product Officer. Je travaillais en direct avec lui. Et ensuite, on a commencé à embaucher un premier product manager qui avait quand même de l'ancienneté, puis des junior product en interne pour nous aider, puis un lead product plus senior. Et ensuite, on était en recherche d'un head of product. Et en général aussi, les startups cherchent, donc parfois quand il y a un objectif du X plus important, à retrouver un product designer. Donc le product designer, il va permettre de diversifier aussi la team et de faire le rôle de designer parfois pour aussi d'autres supports dans la boîte. Vu qu'on est en startup, on bootstrap, donc on utilise au maximum toutes les capacités de tout le monde. Et du coup, chaque startup a une stratégie différente, mais il y a des startups qui vont par exemple adapter leur équipe en fonction du pricing du marché. Par exemple, si ça coûte moins cher d'embaucher un product designer, elles vont embaucher un product designer dans la team, même si elles auraient pu prendre un product manager à cette place-là, mais juste parce qu'au moins ça va venir diversifier aussi l'équipe. Donc là, encore une fois, ça dépend vraiment des boîtes. Et donc, du coup, je vais plutôt passer sur les grosses boîtes, comment ça se passe de manière un peu plus traditionnelle. Donc, il y a un Chief Product Officer qui peut être au CODIR. Donc, quand il est au CODIR, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'il insuffle quand même la culture produit à l'échelle de toute la boîte.
En dessous, il y a un VP Product. Et sous le VP Product, il y a des Lead Product. Et donc, on va le voir ensuite, ces Lead Products sont répartis dans des tribus ou des startups. Et en dessous de ces Lead Products, on a des Product Managers. Donc, des Product Managers, des Product Owners, on va le voir aussi après. Donc, par exemple, nous, chez Deezer, on est sur ce format-là. Chez plein de grosses boîtes, en général, c'est ce format-là aussi. Donc là, on est sur un modèle top-down. Après, si vous voulez juste rendre la hiérarchie plus flat, on fait des bulles et on met le lead product avec des product managers tout autour. Ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise n'est pas... On peut être une entreprise libérée et créer des bulles et avoir des lead products référents d'autres product managers. Donc les product teams, donc les types de product teams. Donc j'enchaîne là sur les grosses boîtes. Donc comme je disais, on va avoir par exemple au sein d'une product team, on a un lead product et plusieurs product managers. On va avoir aussi un product designer et un lead tech avec qui chaque product manager va travailler au cours des design sprints pour aussi faire tout ce qui est évaluation technique des nouvelles features. Et au sein de ces tribus, en général, donc on a des feature teams qu'on peut aussi appeler bubble ou objective team qui vont être fixés donc, pour un quarter ou pour une année. Donc ça dépend de la longévité de la roadmap et l'envergure de la feature. Et donc au sein de chaque bubble, on a un product manager référent avec plusieurs 4 ou 5 devs en général ou 3 devs. Encore une fois, ça dépend complètement de la feature. Donc le lead tech, lui, il est cross-bubble. Il va travailler avec le lead product et il va être au courant de tous les sujets. Le product designer, en fonction de la charge de travail aussi, il peut être soit alloué complètement à une bubble, soit rester cross-bubble. Donc, encore une fois, ça dépend des boîtes. Il y a aussi des entreprises qui, par exemple, ont un product designer qui est carrément cross-tribe, donc il va bouger de tribu en tribu selon les projets. La team product designer est, par exemple, une tribu à part. Et on y fait appel via Jira en leur faisant des requests donc sur nos features en particulier. Dans les petites boîtes, c'est un peu différent, mais ça reste la même chose. Chaque boîte s'organise en fonction de ses besoins. Donc, si on sait qu'on va devoir mobiliser toute une team de dev sur un quarter ou sur plusieurs sprints, on crée une bubble. Et parfois, moi, ce que j'avais pu constater, c'est que les développeurs, ils peuvent bouger aussi d'une bulle à une autre parce qu'on est du coup en ressources un peu plus limitées. Et c'est le même cas d'ailleurs dans les grosses boîtes. Si vous avez besoin d'une bubble dans laquelle il vous faut un web, un iOS et un Android et que votre dev iOS il est déjà sur une autre feature, si cette feature elle va le prendre à 100%, vous pouvez vous partager un dev sur plusieurs bubbles. Donc là encore, c'est complètement... faut être pragmatique, faut s'organiser, faut communiquer. Et voilà, donc dans les petites boîtes, en général, les développeurs sont vraiment plus amenés à travailler sur des sujets plus diversifiés. Par exemple, quand vous avez des bubbles qui vont créer et puis qui vont être focus sur la création de nouvelles features, et vous avez aussi toute la maintenance à faire, donc il faut quand même qu'il y ait des devs qui soient disponibles. Et donc il y a des startups aussi qui font ça. Parfois, vous avez carrément des devs qui vont être alloués dans une bubble maintenance le temps d'un sprint pour pouvoir gérer, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui sont en train de gérer les bugs et la maintenance. Vous créez une bubble annexe à côté de technical support. Donc ensuite, la question à $1000, Product Manager, Product Owner. Donc là, c'est plus une question de big companies, small companies. Donc c'est ce que disait Léa. Donc je vais passer très rapidement sur cette slide. Donc le PM, il est plutôt en amont selon certaines définitions, il va être plus en amont sur les marques, la définition il va identifier une opportunité de marché, il va faire de la veille sur la compétition, il va construire la vision
Il va construire la vision long terme, donc la roadmap. Il va planifier la création de la feature et l'évolution de la feature avec 1 ou 2 quarters en avance. Et il va aussi gérer de loin l'implémentation dans le backlog. Enfin, il va superviser, on va dire. Et c'est lui aussi qui va mener les études avec l'équipe data, donc data analysis, et définir donc les KPI. Le product owner, il a un rôle qui est plus proche de l'implémentation technique. Donc, il va plus travailler, il va être plus proche de la solution, il va plus travailler sur la définition de la solution, rédiger les user stories, les épiques, organiser le backlog, gérer les itérations, la maintenance et gérer au fur et à mesure toute la partie imprévue, bug et changement de plan. Donc, encore une fois, en fait, cette définition, elle est amenée à être complètement différente. Donc, si jamais vous passez des entretiens, demandez bien quel est le rôle d'un PM chez vous, quel est le rôle d'un PO chez vous. Par exemple, chez Revolut, un PO, il est carrément owner d'une tribu. Donc, il n'y a même pas de lead product. C'est un PO qui va gérer tous ses devs, qui va gérer qui va travailler avec un product designer, un lead tech, etc. Il doit vraiment penser sa tribu comme un entrepreneur. Donc, il va avoir une vision beaucoup plus large que ce qu'on peut nous demander en tant que PO dans une autre boîte. Donc, faites attention aux intitulés de poste dans les offres, notamment sur les sites de job. Comme vous le voyez dans cette presse, toute organisation produit est complètement unique. Donc, encore une fois, ça dépend. Vous voulez qu'on prenne une question, Léa, ou je continue? Alors, je crois que tu as un peu répondu, mais c'était les équivalences entre PM et PO. Les différences entre Head of Product et CPO, mais comme tu disais, c'est en fonction de l'organisation choisie par la boîte. Après, je pense qu'il y a des questions auxquelles tu vas pouvoir répondre au fur et à mesure de la présentation. Et si jamais on voit qu'il y a des trucs qui ont manqué, on a le temps de toute façon à la fin pour échanger. Ok, ça marche. Donc ensuite, Scrum Master, est-ce qu'on en a dans les grosses boîtes? Est-ce qu'il y en a dans les petites boîtes? Encore une fois, ça dépend. Dans les grosses boîtes, en général, on en a 1 ou 2. Donc, soit on en a un par tribu, soit on en a un qui est cross-tribu et qui va venir coacher les products au fur et à mesure. On va faire des petits points avec lui pour insuffler la culture Scrum Master auprès des products et pour que les products le fassent eux-mêmes. Ou alors, carrément, c'est le lead tech qui va prendre en charge ça, puisqu'il est quand même owner du backlog. Et donc, c'est le lead tech, par exemple, qui va relire les tickets sur Jira, qui va valider les user stories et qui va valider le sizing, qui va aussi animer les sprint démos, les sprint planning, les sprint review. Donc, encore une fois, ça dépend. Ce rôle-là, il peut être partagé. S'il n'y a pas Scrum Master, il est partagé entre le lead tech et le PM. Par exemple, nous, c'est notre lead tech qui va animer le sprint planning, mais c'est plutôt nous, les products, qui allons animer le sprint démo. Donc ça dépend. Et dans les petites boîtes, en général, il n'y a pas forcément de Scrum Master. Donc, c'est le tech lead ou le product qui le fait. Et donc, l'autre question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'en tant que product, je dois aller à mon daily Scrum? Donc, normalement, la réponse, c'est non, puisque si vous avez un lead tech qui, lui, suit tout le développement et sait ce qui se passe dans chacune des bubbles, il a juste à venir écouter ses devs, les devs parler de ce qu'ils ont fait et s'aider en cas de bloqueur. En tant que product, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe et suivre complètement l'avancée du projet, participer au Scrum. Mais si vous avez d'autres choses à faire et que vous êtes dans le rush, entre guillemets, normalement, ça ne devrait pas être obligatoire pour un product d'aller au Scrum des devs. Alors ensuite, en termes de roadmap, là, je vais passer très rapidement parce que ça reste très classique. Globalement, toutes les boîtes fonctionnent, beaucoup de boîtes qui fonctionnent comme ça, donc par quarter. Donc, on a une année. Une année se divise en 4 trimestres. Et dans chacun des trimestres, on a 6 sprints.
Et un sprint, c'est 2 semaines. Donc, le quarter planning dans les grosses boîtes, il est géré et organisé par le product. Donc, c'est le product qui va présenter les nouvelles features, qui les aura scopées avant, qui aura travaillé avant la peine, la solution, qui aura fait son design sprint ou son Tres Amigos avec le lead tech pour parler de la complexité technique. Alors que dans les petites boîtes, les devs peuvent être complètement amenés à définir carrément le problème et la solution, donc à faire par exemple des design sprints. Donc je peux parler de la méthode double diamond. Donc je prends la liste de toutes les peines que j'ai actuellement, toutes les douleurs utilisateurs. Je focus sur la douleur la plus importante. Ensuite, je liste toutes les solutions. Puis je focus sur une solution. Puis j'enclenche un processus de MVP basé sur cette solution qui a été choisie. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les devs sont vraiment partie intégrante de toute cette réflexion dans les petites boîtes. Alors que parce que forcément, ils sont aussi beaucoup plus proches du produit et de l'utilisateur, parce qu'il y a moins d'informations à gérer. Donc, ils ont une vue plus globale du produit, puisqu'ils connaissent le produit qui est plus petit. En tout cas, chez Deezer, les devs ne font pas forcément partie de cette phase de scoping. Par rapport à la tech, donc un truc hyper important qui différencie quand même pas mal les petites boîtes des grosses boîtes, et notamment sur leur âge, c'est qu'il y a beaucoup de code legacy dans les boîtes plus âgées. Et donc, ça ralentit considérablement le métier du product parce qu'il y a beaucoup de tâches qui sont liées à de la maintenance et qui sont liées aussi. Et l'ajout de nouvelles features, s'il est lié à du code actuel, peut être ralenti aussi à cause d'un code ancien. Donc, pour les petites boîtes, en général, elles utilisent donc des langages qui sont assez nouveaux et assez performants, donc comme Ruby on Rails, JavaScript, React ou Angular. Il y a des grosses boîtes qui se sont créées en PHP et qui sont en train de tout migrer aujourd'hui vers des nouveaux langages. Donc forcément, ces migrations prennent du temps. Et donc, dans une grande boîte, vous pouvez très bien être le product qui va bosser sur cette migration ou le product qui va être impacté par cette maintenance. Donc ça dépend, encore une fois, ça dépend vraiment du produit sur lequel vous travaillez. Donc, ce qui est lié à la code legacy, c'est la dette technique. Donc, dans les startups, on peut itérer très facilement parce que le code est relativement récent et normalement, alors bien codé, ça dépend. Mais disons qu'il y a peu de dettes techniques, donc ça ne vient pas du tout encombrer le backlog. Alors que donc on peut plus se focus sur la livraison de nouvelles features, alors que dans les grosses boîtes, ça vient quand même ralentir un peu les process, évidemment. Après, bon, ça fait partie du truc. Hein. Et donc, ça crée aussi, ça augmente le risque pour chaque mise en prod, en fait, parce que ça vient, il y a beaucoup plus de dépendance sur tout le code. Donc, il y a une grosse culture de la code review. Enfin, ça fait partie de tout le process. Donc là, je vais dérouler ce process juste après. Donc, par rapport à la dette produit, donc, par exemple, on a des environnements de testing. Donc, dans les petites boîtes, vous allez avoir votre code qui est donc codé sur staging, qui est un environnement pas forcément isoprod. Puis les devs vont tester en pré-prod. Donc, cet environnement pré-prod dans plusieurs startups n'existe pas forcément. Puis le code va arriver en production. Et là, du coup, ça peut casser la prod parce que ça n'a été pas forcément bien testé avant. Il y a moins de culture de test parce qu'on est plus dans une accélération du process et un objectif de livraison de features. Et par rapport aux grosses boîtes, donc, on essaye d'avoir un environnement staging et pré-prod déjà existant, puis isoprod. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va tester sera semblable à la production. Et quand on va faire une mise en prod, il y aura zéro différence.
Donc forcément, parfois, il peut y avoir des différences de plusieurs semaines entre l'environnement pré-prod, l'environnement de prod. Mais globalement, disons que les warnings sont plus... on est beaucoup plus attentif, puis aussi parce qu'il y a plus d'utilisation. Donc, c'est encore quelque chose qui vient, entre guillemets, ralentir les process. C'est une étape de plus dans le backlog entre le moment où vous, en tant que product, vous écrivez votre ticket et la feature est livrée. Voilà, disons qu'il y a une phase de testing qui est beaucoup plus intense. Donc, j'en viens du coup à parler de la quality assurance ou assistance. Donc, les QA analysts, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant chez Deezer. C'est une équipe dédiée de personnes. Il y a pratiquement autant de QA analystes chez Deezer que de PM. Et donc, c'est des personnes qui vont tester énormément le code avant qu'il passe en production pour s'assurer que, qu'il n'y a pas trop de dépendance et qu'on n'est pas allé casser un ticket, casser une partie du code à cause d'un ticket. Et donc, dans les petites boîtes, en général, on ignore ce que c'est. C'est, par exemple, en tant que PM, on va rédiger nos specs et on va faire nos tests d'acceptance. Et c'est le PM qui va le faire carrément lui-même. En général, ça fait partie de la définition de la feature. Comme ça, les devs ont juste à checker et à dérouler le test. Parce qu'eux, ils ne savent pas forcément quels sont les concepts et les vrais objectifs de la feature. Donc ça, c'est quelque chose en plus à faire pour le PM, en général dans les petites startups. Alors ensuite, la relation au dev. Donc dans les petites boîtes, pour les deux cas, ça reste la même. Donc do not disturb. Ne dérangez pas les devs, laissez-les coder. Donc dans les petites boîtes, quand même, comme je l'ai dit avant, ils sont quand même plus sollicités aussi sur le scoping, la vision d'une boîte, d'une feature. Et donc, on est amené, en tant que PM, moi j'étais quand même amenée à travailler avec tous les devs et à interférer avec eux, même si j'évitais de les déranger pour des questions un peu light. Et en revanche, dans les grosses boîtes, en général, on interagit avec juste le tech lead qui lui va faire son job de communicant et nous ramener une réponse s'il l'a directement ou la poser ensuite, voir avec le dev directement. Le design. Donc, dans les petites boîtes, donc là, ça dépend vraiment du produit. Si vous êtes le nouveau Insta et que vous êtes très focus UI, UX, par exemple, le product designer va être vraiment la deuxième personne peut-être embauchée de l'équipe product ou même va même être la première personne de l'équipe product embauchée. Mais si vous êtes dans le cas d'une startup pas forcément axée là-dessus, en attendant, c'est plutôt donc c'est le PM qui va faire lui-même ses mock-ups et ses wireframes sur Figma ou sur Whimsical. Enfin, je vous mettrai la liste des outils à la fin. Ou si vous avez un product designer qui est embauché, en général, c'est lui aussi qui va faire graphic designer, brand designer, qui va faire aussi tous entre guillemets, les visuels de la boîte. Donc, il sera un peu couteau suisse. Alors que dans les grosses boîtes, c'est quand même beaucoup plus clair pour les designers. Donc, ils sont soit reliés à leur propre tribu, soit destinés à une feature team le temps d'un quarter. Et ils ont des collègues graphic designers, brand designers, mais eux, ils sont vraiment focus produit. Et ils vont pouvoir faire des mock-ups, faire des allers-retours avec les products et vraiment se focus sur l'expérience utilisateur. Ensuite, des départements de user research. Donc, dans les petites boîtes, on le fait nous-mêmes. Donc, B2B, ça veut dire qu'on va carrément interviewer nous-mêmes les clients. Donc, on les appelle, on leur propose un petit déj, on va les voir et puis on leur dit alors qu'est-ce que vous en pensez, etc. On essaie d'organiser tout ça pour rassembler les résultats et qu'ils en ressortent quelque chose. Et pour la partie B2C, on peut aussi faire appel à des outils externes comme Amplitude, Hotjar pour analyser le comportement des utilisateurs au tout début du produit. Et ensuite, il y a pas mal de veille concurrentielle. Et en général, tout ça, c'est fait par le PM. Donc, encore une fois, beaucoup d'apprentissage pour le PM ici. Dans les grosses boîtes, donc on a moins de choses à faire, mais là-dessus, en tout cas,
on fait une user research, on fait une requête à l'équipe user research qui est dédiée à ça. Et pour le coup, eux, ils ont tout un panel de méthodologies pour créer des personas, faire des user interviews online, quantitatives, qualitatives, faire carrément des études canaux, enfin des études qui sont propres à tout le département de la user research. Et donc nous, en tant que PM, on va récupérer de l'info ultra bien organisée, hyper qualitative. Donc c'est cool parce que quand on est un peu proche de ces équipes-là, on travaille avec eux, on apprend aussi énormément de leurs méthodos. Après, ce n'est pas nous qui le faisons, évidemment. Mais on peut assister aux interviews, aux interviews utilisateurs en général. Donc, on peut toujours, si on est un peu curieux, aller voir comment ça se passe réellement. On continue de faire de la veille concurrentielle, évidemment, notamment sur ces features quand, en tant que PM, on est en charge de faire évoluer la vision de son produit. Juste, Anna, est-ce que tu pourrais donner une précision sur ce que c'est l'étude Kano? Yes, c'est une méthode japonaise, en gros, c'est un peu comme une matrice. Donc, on va faire une croix. Et c'est dresser une matrice pour prioriser les choses les plus importantes pour l'utilisateur. Donc, par exemple, c'est c'est une vision très large. Par exemple, si on voulait lancer une nouvelle application de podcast demain, on prendrait les premières fonctionnalités de cette app de podcast. Donc, ça serait par exemple écouter un podcast, pouvoir créer une playlist de podcasts, pouvoir avoir une playlist de tous les, par exemple sur Netflix, vous avez la fonction de tous les films que vous n'avez pas finis, donc tous les podcasts pas finis, etc. Et donc c'est faire des interviews pour dresser les priorités des utilisateurs. Et donc on répertorie ça comme sur une matrice BCG, vous avez une croix au milieu et vous avez l'appétence produit sur l'axe des ordonnées et l'importance, je ne sais plus exactement ce que c'est sur l'axe des sur les abscisses, mais vous pouvez regarder ça ensemble ou je pourrais vous envoyer un exemple. Sinon. Ouais, je vous enverrai ça dans la conversation. Trop bien, merci. J'enchaîne parce que j'ai encore pas mal de slides. User feedback, customer support. Donc, customer support dans les petites boîtes en général, si le département n'a pas encore été créé, c'est au PM de gérer tous les feedbacks utilisateurs en fait. Donc là encore, il faut essayer de bien s'organiser, de faire le tri parce que du coup, on n'a pas le temps de tout faire non plus en startup. Et donc ça, c'est pour la partie plutôt support. Et pour la partie avoir des feedbacks, ça rejoint ce que je disais pour user research. C'est au PM de faire ses interviews lui-même. Dans les grosses boîtes, du coup, l'enjeu est différent. C'est vraiment comment on absorbe toute l'information et comment on fait le tri. Donc, on a plein d'avis qui viennent de tous les stores. On a un site community, on a le Zendesk, etc. Donc, nous, on a la chance d'avoir un customer support qui nous envoie une weekly newsletter avec les top priorités, le top des plaintes, et ce, dans chaque pays. Ensuite, les products vont passer quelques jours dans le département du customer support pour vraiment se rapprocher de l'utilisateur parce que le danger dans les grosses boîtes, c'est qu'on peut aussi se cacher derrière cette grosse boîte et s'éloigner de l'utilisateur. Et pour les équipes qui sont à l'étranger, les PM aussi sont amenés à voyager et aller par exemple dans les bureaux au Brésil, à Miami, etc. et tester, faire des interviews utilisateurs vraiment sur le terrain pour comprendre toute la réalité de ce que vivent les utilisateurs. Pour la data, donc là encore, en général, il y a une data stack qui est assez light dans les startups. Il y a forcément toujours l'accès au log, donc on peut aller checker directement dans le code ce qui s'est passé, mais ça passe toujours par le fait de demander à un dev de le faire. Alors que dans les grosses boîtes, on fait un ticket à la data, ils nous envoient des dashboards, une analyse. Donc, dans nos tickets, on va bien leur demander autant de contexte qu'on peut, puisqu'ils ne sont pas censés non plus deviner exactement ce qu'on recherche. Mais on a du coup beaucoup d'informations à notre disposition. Et l'idée, c'est comment on l'analyse et comment on prend des décisions à partir de ça.
Et là, je vous ai mis le lien d'un talk d'une data scientist de Airbnb qui explique comment on peut passer, en fait, quand on est PM, d'une logique de prise de décision par intuition à des insights réels basés sur de la data. Et donc, tout l'enjeu, c'est une fois qu'on a ces chiffres, comment on les rentre dans un contexte et comment on fait parler ces chiffres pour nous, derrière, prendre des décisions produits et prioriser le backlog. Ensuite, product marketing. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas forcément dans les startups aussi, mais qu'il y a dans les grosses boîtes. Donc, quand vous avez release une nouvelle feature, comment vous faites en sorte que les utilisateurs l'utilisent? Et donc, pour les petites boîtes, en général, c'est à vous, en tant que PM, d'envoyer un mail ou alors d'appeler vos clients directement pour le dire ou alors de rien faire du tout. Et donc, dans les grosses boîtes, on a un super département marketing qui s'occupe de tout ça, qui fait une campagne, qui fait un plan go-to-market et qui fait en sorte que tous les utilisateurs soient au courant de cette nouvelle feature. Donc, ensuite, je vous ai mis une petite liste d'outils. Donc là, vous pourrez regarder directement sur les slides. Et donc, mon humble conclusion, donc c'est pas tout blanc, tout noir, évidemment. Donc, comme vous venez de le voir, c'est chaque entreprise, chaque type de produit aussi, que vous soyez B2B ou B2C, que vous soyez petit ou grand, ou en fonction du niveau de croissance. Dans une petite start-up, on va être plus amené à faire les choses par nous-mêmes, à être très autonome et à se débrouiller. Dans les grosses boîtes, l'enjeu il est différent. C'est vraiment comment je fais en sorte de faire le tri entre tout ce qu'on me donne, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui l'est moins. Et aussi, l'avantage, c'est aussi d'apprendre de tous les experts qui nous entourent. Et donc, le time to market, donc le temps de scoping d'une feature jusqu'à la livraison, il n'est pas forcément plus rapide dans une petite boîte. Il dépend complètement de la feature. Donc, voilà. Et donc, mon dernier conseil, c'est vraiment si vous êtes un junior PM et que vous commencez, essayez de trouver un produit dans lequel vous croyez et que vous utiliseriez à titre personnel. Voilà. Ah. Trop bien. Merci, Anna. Merci à vous. Pour les questions, alors il y a une question qui revient souvent, moi que j'entends souvent chez Lyon. Est-ce que le profil technique est indispensable pour un PMPO? Technique, je pense que ça veut dire savoir coder, etc. Oui, bien sûr. Alors, c'est une bonne question. Par exemple, là, j'écoutais un podcast sur la French Touch qui disait que chez Google, par exemple, après, c'est une GAFA, donc c'est différent, mais ils vont en général chercher un background, ils vont chercher des ingénieurs pour entre guillemets, les passer en product. Après, moi, j'ai plein de collègues qui sont pas du tout product, qui sont pas du tout tech et qui sont devenus product comme ça. Donc, ça dépend vraiment des boîtes. Il faut avoir une sensibilité technique et une curiosité. Il ne faut pas avoir peur de la tech. Il faut avoir montré un esprit de hacking, entre guillemets, voilà, un moment dans votre carrière, vous avez je sais pas, sorti une feature sans savoir coder parce que vous avez trouvé un dev avec vous qui était chaud et vous avez quand même fait un projet, mené à bien un projet. Enfin, il faut montrer cette appétence, cette sensibilité technique. Mais non, normalement, c'est pas un bloqueur. Enfin, ça dépend des boîtes, encore une fois. Mais j'ai pas l'impression que c'est un bloqueur. Ok. Toi, tu sais coder un petit peu? Moi, du coup, j'ai fait le wagon. Donc, j'ai appris à coder, mais là, j'ai un peu oublié. En fait, ce qui est important, c'est que les devs, je peux discuter avec eux. Je peux complètement maintenir une discussion avec eux parce que je connais le principe je sais comment ils travaillent. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils vont coder, ils vont pousser ce qu'ils ont fait sur GitHub. Ensuite, ils vont attendre que leur ticket soit relu, etc. Et disons qu'en fait, après, c'est des choses que j'aurais pu comprendre sans avoir fait le wagon, hein. Enfin, c'est des choses qui rentrent au fur et à mesure. Il faut juste demander aux devs de nous les expliquer quand on débute à ce poste-là. Mais en tout cas, c'est plus agréable pour moi de savoir exactement comment ça se passe pour eux. Parce que sinon, c'est un peu bizarre de ne pas savoir. C'est comme si on travaillait avec des Chinois, mais qu'on ne parlait pas chinois, quoi. Complètement. Connaître un peu les langages, etc. Du coup, vous regardez des vidéos YouTube ou même
les tutos comment travailler sur GitHub du wagon, voilà. Enfin, il y a plein de... Ou de Lyon. Je sais pas si vous en faites. The Family. Pas encore. Le wagon, c'est une boîte The Family quand même. Mais par contre, sur la formation produit, ouais, il y a une session, une soirée qui est dédiée à la communication avec les devs pour montrer Ouais. qu'on n'est pas obligé d'avoir des notions fortes en dev, mais par contre, une appétence à comprendre le langage, les modes de fonctionnement et que la connexion, elle se fasse très facilement. Ouais, puis il y a une barrière mentale aussi. Il n'y a vraiment rien d'impossible et de compliqué, quoi. Enfin, c'est juste que c'est une autre langue, c'est d'autres mots. Mais derrière chaque concept, tu peux mettre des petits emojis, des ronds, des carrés, et puis expliquer les choses à ta manière, quoi. Enfin, c'est en gros, ouais, GitHub, je sais pas, c'est des branches de code que tu mets dans un, que tu rassembles ensemble dans un tronc, et donc du coup, bah, quand tu les fusionnes ensemble, ça te fait ton app, en gros. Grosso modo. Les choses simplement, il faut juste prendre le temps de le faire. Ouais. Et... Il y a une question sur la stratégie produit chez Deezer, notamment face à Spotify et Apple. Et comment arrivez-vous à vous différencier par le produit? Exemple, lancer de nouvelles features qu'on ne trouve pas chez les concurrents. C'est une très bonne question. Bah, Deezer, on a quand même notre ADN, donc nous, on se revendique pas. Disons que on sait que Spotify est plus gros et on est au courant, quoi. On va pas se mentir là-dessus. Donc nous, on reste. On est aussi un concurrent de Spotify et on peut aussi faire ce qui nous plaît et correspondre à notre vision produit, donc Amplify Your Life. Et typiquement, on a sur Deezer, vous avez toutes les paroles en fait de vos chansons qui sont synchronisées. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément sur Spotify ou sur Amazon ou sur Apple Music. Donc, il y a des choses qu'on... il y a aussi des manières de marketer les choses, mais il y a plein de choses. Si vous allez dans la section Deezer Labs, vous avez un timer si vous voulez vous endormir avec de la musique. Ça, c'est des choses on a sorties avant Spotify. C'est juste que peut-être que vu qu'on est... Enfin, peut-être qu'on est plus petit, donc les gens sont moins au courant. Et peut-être que vous utilisez Spotify, donc vous ne connaissez pas forcément le produit Deezer. Mais non, on continue de... il y a forcément plein de choses à faire. Et Spotify a aussi ses objectifs. Ils travaillent aussi énormément en ce moment sur toute la partie voice. Ils sont en train de créer leur propre assistant. Nous, enfin Deezer, on a aussi, on est plus, on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Donc, on essaie de pas trop les regarder non plus, en fait. On fait de la veille concurrentielle, mais à petite dose. Et puis après, il y a plein d'autres apps avec qui on a des points communs. On peut regarder Netflix, on peut regarder toutes les apps de streaming. Il y a plein d'apps pour apprendre à jouer de la guitare, etc., avec des modèles de premium en ligne, etc., où tu as des modèles de conversion. On peut s'inspirer d'autres secteurs, en fait. Donc, ouais. Cool, merci. Il y a une question sur as-tu un livre à recommander pour se renseigner sur les organisations produits avec des exemples ludiques de vraies boîtes, par exemple? Ouais. J'en ai Peut-être qu'on un. on mettrait ça dans les ressources à partager. Ouais, j'en ai un très bien sur l'organisation de produits, donc je pourrais te l'envoyer, Léa, et tu pourras le Ouais. partager. Je renverrai dans le mail de follow-up. D'ici demain, vous aurez un mail avec toutes les informations pour tous ceux qui se sont inscrits sur Eventbrite. Hop, hop, hop. Quel est le rôle de l'équipe marketing quand le CPO ne lui est pas rattaché? De product marketing non rattaché au CPO, bah, du coup, ils font du marketing. Euh, non, mais ils font par exemple, j'imagine qu'ils font du marketing classique. Donc, ils vont pas parler du produit, mais ils vont plutôt parler des offres. Quand on fait des partenariats avec des marques comme Sonos, etc. Bon, en l'occurrence, chez Deezer, le département de product marketing, il est relié au CPO. Il est sous le CPO. Donc, ouais, ils vont plutôt
ils vont faire, alors disons j'imagine ils parleront pas des features, ils seront exclusivement sur la partie offre et la partie image de marque, social network, etc. Alors, je vais prendre les dernières questions parce que ça va être l'heure. Enfin, c'est l'heure, mais on peut ajouter un extra time pour ceux qui veulent. Tu as une question sur la dette technique, un ordre de grandeur sur la proportion de travail que ça demande et comment c'est géré chez Deezer. C'est confidentiel. Euh, Question touchy. Ouais, grave. C'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous postulez dans des boîtes, mais essayez de vous renseigner. Enfin, si vous voulez être sûr que ça avance bien, essayez de vous renseigner un peu sur la dette technique et l'ancienneté du code. Mais non, nous, chez Deezer, disons qu'on est dans cette logique de. Enfin, tout ce qui est trop vieux, on va killer, quoi, parce que ça alourdit. Au bout d'un moment, il faut avancer, il faut rester effectivement compétitif. On est attaché énormément à l'UI, etc. L'année dernière, on a fait tout un rebranding, donc on a changé toutes nos interfaces, on a changé de logo. Donc c'était un bon moment aussi de faire le tri entre pas mal de produits. Et donc la dette technique, disons que ça dépend des startups en fait. Ça dépend. Mais je dirais que ça peut varier entre 15 et 20% du backlog. En fait, c'est aussi enfin, sur un quarter, mais c'est aussi une question de volonté tech. Pour le coup, c'est plutôt le CTO qui décide OK, maintenant on s'attaque à ce sujet-là. Et donc on priorise ça. Parce que sinon, nous, si on s'écoute, les product managers, on est toujours content de travailler sur des nouvelles features et de rajouter plein de trucs nouveaux. Et en tant que product, disons que dans une boîte, en tout cas comme Deezer, donc dans une grande boîte, ça viendra plutôt d'une volonté du CTO du haut de pousser ça. Et ça ne sera pas forcément à nous, product, de prioriser tout un sprint sur de la dette technique, quoi. Ok. Il y a une question que je viens de voir qui m'intéresse. La rémunération start-up vs grand groupe, est-ce que tu as une vision un peu là-dessus? La rémunération, ah ouais. Là, vous aviez fait, vous avez un Google Sheet où il y a tous les salaires de tous les products de Paris, non? Vous pourrez Ouais, le repartager. Ok, je pourrais le retrouver parce que c'était quand même assez utile. Là, du coup, j'ai vu sur Glassdoor dernièrement que le salaire moyen d'un product manager à Paris, on est autour de 60 000 euros. Encore une fois, franchement, je pourrais pas dire parce qu'il y a des startups qui ont levé des fonds et qui cartonnent, genre Launcher, etc., qui peuvent proposer des trucs euh, au-dessus de cette moyenne. Mais et à côté, il y a les startups qui, voilà, donc plutôt les séries A, seed, donc qui vont du coup se rabattre plus sur les juniors et qui vont te proposer, si tu sors d'école, qui vont te mettre autour de 30, 35, 36, 38. Et après, tu as les grosses boîtes qui sont encore, disons, qui pensent encore qu'un product, ça vaut 45, alors qu'en fait, ça vaut bien plus ailleurs. Donc, ça varie. Ouais, une fois, ça dépend, ouais. Mm. Ok. Ouais, ça dépend. On va prendre une dernière question et je pense que si on n'a pas tout répondu, Anna, tu as donné tes coordonnées, non? Ou de toute façon, je pourrais les redonner pour qu'on t'envoie des questions. Mais juste parce qu'au niveau du timing, on va devoir Ouais. clôturer tout ça. Par exemple, est-ce que vous utilisez des OKR chez Deezer? Comment sont-ils définis par qui? Donc ça, c'est les objectifs par team. Ouais, key objectifs, pardon, objectifs and key results. Donc oui, en effet, on en utilise. Et en fait, c'est ce qui va. Donc on a des OKR qui sont fixés directement par le CODIR. Donc ça part du Chief Product Officer qui discute avec le CEO, etc. Les autres. Donc on est sur une logique assez top-down quand même. Mais ce qui nous permet de nous aligner tous ensemble, parce qu'il y a quand même beaucoup de startups, enfin des tribus, beaucoup de tribus, et ça pourrait partir dans tous les sens si on n'avait pas cet objectif commun. Et donc, on a le CODIR qui va insuffler sa vision pour un quarter. On a ensuite le VP Product qui s'aligne.
l'Elite Tech qui nous prépare ces OKR et nous, les products, on revient avec des solutions alignées là-dessus et on avance chaque quarter comme ça pour que tout le monde travaille sur les mêmes objectifs. Après, parfois, c'est compliqué parce qu'on a des choses à finir du quarter d'avant. On les finit quand même, évidemment. Enfin, ça reste, disons que mais ça donne le cap, quoi.